Vendredi 15 janvier 2020, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, voici les titres. La Côte d'Ivoire et le Vietnam pour le renforcement de leur coopération économique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier en audience l'ambassadeur de la République du Vietnam, Tran Coc Thuy. Leurs entretiens se sont déroulés au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme face à la presse. Bruno Koné a expliqué les réformes entreprises par son département ministériel, notamment la nouvelle réglementation du contrat de bail, le permis de construire et les logements sociaux. Enfin, la crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar a quitté hier Moscou, la capitale russe, sans signer le document de cessez-le-feu. Cette information pour commencer. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion gouvernementale dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons faire le point sur les travaux de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Autre activité du chef de l'État ivoirien, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier au palais de la présidence l'ambassadeur de la République du Vietnam, Tran Coc Thuy. Leurs entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Les précisions tout de suite dans ce reportage de Viviane Haïma. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Tran Coc Thuy, a été reçu avant son départ par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel. Si la Côte d'Ivoire et la République socialiste du Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975, l'ambassadeur vietnamien s'est réjoui du dynamisme enclenché dans les relations entre les deux pays depuis ces dernières années. Ces dernières années, il est certain que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont bien développées avec, sur le plan politique, avec les échanges des visites de haut rang des fonctionnaires vietnamiens. Par exemple, la visite au mois de juin en 2019 par le ministre des Affaires étrangères au Vietnam et la visite d'un membre du bureau politique du Vietnam en Côte d'Ivoire également au mois de juin et la visite de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre vietnamien en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Tout cela reflète la détermination politique des dirigeants des deux pays pour approfondir et développer davantage des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Tran Coc Thuy a passé 9 mois en Côte d'Ivoire. C'est le 23 mars 2019 qu'il avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien. Direction l'Assemblée nationale ivoirienne dans la commune du Plateau. Le président des parlementaires, Amadou Soumaoro, a échangé hier avec les députés et l'ensemble du personnel de cette institution. 2 points essentiels, le bilan de l'année 2019 et les perspectives pour la nouvelle année 2020. Amina Meïté et Éric Goré. L'année 2019 a été une année de défi pour l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il me plaît de rappeler qu'en 2019, l'événement le plus marquant à l'Assemblée nationale aura été sans contexte. Votre élection en qualité du président de notre institution le 7 mars 2019. Depuis lors, la représentation nationale va connaître une nouvelle dynamique. Avec des succès réalisés, entre autres la tenue de la 45e session de l'AFP, l'adoption de 72 projets de loi, l'obtention de la haute distinction de la paix décernée au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour 2020, l'Assemblée nationale attend doubler d'efforts au profit du peuple de Côte d'Ivoire et les députés en sont conscients. Lors de la cérémonie de présentation de vœux au président de l'Assemblée nationale, chaque parlementaire a eu un mot pour Amadou Soumaoro,
des mots d'encouragement et aussi des mots de bénédiction. Je voudrais souhaiter bonne et heureuse année au président de l'Assemblée nationale, que Dieu lui donne longue vie. C'est des moments de communion, c'est des moments de fraternité pour voir effectivement comment la maison marche. J'ai félicité d'abord le président de l'Assemblée nationale pour tout ce qu'il mène comme combat au sein de l'hémicycle, parce qu'il est en train d'instaurer la vraie démocratie. Je lui ai fait des vœux de bonheur, de longévité, de santé. Mais j'ai aussi demandé à Dieu qu'il fasse que l'acceptabilité soit notre source de guidance. Des vœux de nouvelle année, de bonheur, de santé, de paix et de cohésion. Le mot fort que j'ai eu à prononcer, c'est de lui dire que Dieu l'aide dans la mission qui lui est confiée par le biais du président de la République. Une fois à la tribune, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a évoqué les grands chantiers qui attendent les occupants de la Maison du Peuple. Il me plaît de rendre un hommage ici, tout particulier, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son leadership exceptionnel, qui se caractérise par des performances économiques et sociales impressionnantes, indéniable et inégalé, réalisé en si peu de temps. La Côte d'Ivoire est véritablement sur une pente ascendante et vertueuse de son développement et se traduisant par une croissance inclusive. Cette cérémonie de présentation de vœux au président de l'Assemblée nationale a aussi été un moment d'échange avec le personnel administratif et tous les employés de l'hémicycle. En image, cette réunion organisée hier par la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody. Plus de 500 agents techniques d'appui étaient présents. L'occasion pour le président de la CEI, Coulibaly Cuibert, de leur donner des instructions fermes, notamment être ponctuel, assidu aux différents postes et refuser de se laisser corrompre. Deuxième titre de ce journal, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est-elle invité à la tribune du quotidien Le Patriote. C'était le 13 janvier dernier. Bruno Koné a expliqué les différentes réformes entreprises par son département ministériel, notamment la nouvelle réglementation du contrat de bail, le permis de construire et les logements sociaux. Les explications tout de suite de Cheikh Koné. Pour sa première grande sortie en ce début d'année, le ministre Bruno Koné a choisi de s'adresser aux hommes et femmes des médias à travers la tribune du quotidien Le Patriote. Dès l'entame de son intervention, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a planté le décor avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures contenues dans l'année fiscale 2020 relative à la loi sur le contrat de bail. Sur l'excédent, qui est appliqué sur l'excédent, qui était de 20%, elle passe désormais à 300%. Ce n'est pas une décision à venir, je dois le dire, c'est une décision qui est déjà actée dans l'annexe fiscale qui est en application actuellement, donc dans l'annexe fiscale 2020. Ainsi, toutes les sommes au-delà de 2 mois de caution et de 2 mois de loyer d'avance seront désormais taxées à 300%, en plus des sanctions qui étaient déjà prévues par la loi elle-même. Nous mettrons bientôt sur le marché un contrat type de façon à garantir aux parties, c'est-à-dire aux bailleurs et aux locataires, l'application stricte de la loi sur le bail à usage d'habitation. Ce contrat type est en phase d'impression et sera disponible à la fin du mois de janvier. Il sera destiné à faciliter la conclusion du contrat de bail signé entre le bailleur et le locataire. Au niveau de la construction, plusieurs tests juridiques ont été pris, a rappelé l'invité du quotidien. Il s'agit du décret unique portant réglementation du permis de construire. Ce décret institue un dispositif innovant qui intègre la gestion du risque à la construction et à l'usage dans l'instruction des demandes de permis de construire. Cela facilite la vie aux acteurs au sein du ministère, mais cela facilite également la vie des usagers, puisque avant même de déposer leur demande, ils savent dans quelle catégorie ils se situent et ils savent les contraintes liées à cette catégorie-là.
Concernant l'actualité sociopolitique dominée par la présidentielle de 2020, le ministre de la Construction a invité l'ensemble des Ivoiriens à juger les partis politiques sur la base de leurs projets de société et programmes de gouvernance. La tribune du Patriote, qui est à sa première édition, est une lucarne offerte pour passer en revue toute l'actualité économique, sociale et politique. Toujours en Côte d'Ivoire, une opération de déguerpissement menée récemment à Adioufou, dans la commune de Port-Boué. Adioufou, quartier situé non loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les populations touchées par ces mesures de déguerpissement expriment aujourd'hui leur mécontentement. Stéphane Loboué et Eugène Atoubé. Sous la pluie, des habitants du quartier d'Adioufou vident leurs maisons de leurs affaires. Ils font partie de ceux qui exécutent l'injonction des autorités de déguerpir de cette partie d'Adioufou, se trouvant dans un périmètre de 300 mètres de l'espace aéroportuaire dans la commune de Port-Boué. On est inquiet. S'ils ont cassé 300 mètres, ce n'est pas les autres mètres qu'ils vont laisser. On ne sait même pas où on amène nos bagages. Dans ce quartier précaire à très forte densité qui frappe par son insalubrité, son absence à l'assainissement et sa promiscuité, c'est le branle-bas dans les habitations. Les départs sont moins nombreux. Toutefois, malgré le délai de 48 heures donné aux habitants. Nous demandons au gouvernement de revoir ce délai. Moi, je demande au gouvernement de faire masse arrière un peu. Dans un élan de solidarité à toute épreuve, comme on en voit dans les quartiers précaires, on affiche la résistance. Les hommes, les femmes, les personnes âgées et même les enfants clament leur étonnement et maudissent ce jour où l'on a découvert à Paris le corps sans vie d'un enfant dans le train d'atterrissage d'un avion au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Au départ, nous ont informé que c'est un secteur d'Assegna, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dès le départ, on aurait dû empêcher les gens d'habiter, mais nous ont laissé. Nous ont laissé aujourd'hui, le quartier s'est développé. Ils ont donné les avertissements depuis des années, à moi ma connaissance, mais tout ce que nous demandons, il faut nous donner un peu de temps. Face à la situation, les différents responsables des comités de quartier et les autorités municipales de Port-Boué ont eu une séance de travail. Un huis clos, à l'issue duquel ni la mairie ni le comité de quartier n'ont daigné s'exprimer. À Adioufou, entre surprise et tristesse, les habitants souhaitent un moratoire. Ils confessent qu'habiter ce site est inapproprié vu qu'il est situé dans l'emprise de l'aéroport. Un tout autre sujet à présent. Ces entreprises organisent, proposent des offres de voyage, de vol, d'hôtels et de séjour aux consommateurs. Vous l'avez compris, il s'agit des agences de voyage. En Côte d'Ivoire, plus de 500 agences de voyage sont en compétition. Alors comment s'organise-t-elle? Ce secteur d'activité est-il rentable? Découvrons-le avec Cheikh Koné. Des ballons géants volant à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus de vallées et de cheminées de fées. Nous sommes en Turquie, dans la région volcanique de la Cappadoce. Ce spectacle de montgolfière, unique au monde, est l'une des activités touristiques phares de cette région turque et rapporte environ 9 milliards de francs CFA par mois à l'économie locale. Pour un voyage de 30 minutes en montgolfière, il faut débourser environ 124 000 francs CFA. Mais l'expérience en vaut la peine. Étant dans le montgolfière, c'est doucement, doucement, pas de pression, pas de panique, pas de crainte. Comme nous sommes dans l'avion, il y a des secousses, souvent tu dis est-ce que tu te poses des questions? Dans le montgolfière, c'est tranquille. Pour ce groupe de touristes ivoiriens, la découverte de cette activité et de bien d'autres sites en Turquie a été possible grâce à une agence de voyage basée en Côte d'Ivoire. Chaque voyageur a déboursé 1 700 000 francs CFA pour une prise en charge complète sur 12 jours. Billets d'avion, hébergement et visite des sites touristiques inclus. Le boss de cette agence, c'est lui, Dengue Joseph. Sa structure s'est spécialisée dans l'organisation de circuits et visites touristiques. Nous avons décidé, après quelques temps, de nous consacrer au voyage de groupe. Donc, nous travaillons avec les églises, nous travaillons avec les mutuelles, avec les syndicats, même avec les particuliers. L'agence de voyage de Dengue a à son actif 85 circuits touristiques organisés à l'extérieur du pays et est en préparatif du 86e voyage du genre en Israël. En Côte d'Ivoire,
on dénombre 500 agences de voyage, dont 90% sont installées à Abidjan. L'activité est en plein essor, avec un cumul d'investissements de départ évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Marie-Reine Koné est présidente de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire, APV Côte d'Ivoire, mais également directrice de l'agence pionnière et leader du marché du voyage. 126 milliards de francs CFA de billets d'avion sont émis par les agences de voyage de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la sous-région le pays qui émet le plus gros volume de ventes. Après, c'est le Sénégal. 70% des ventes réalisées sur le marché local proviennent de 10 agences de voyage accréditées IATA, l'organisme international de sociétés de transport aérien. C'est cet organisme qui délivre l'accréditation autorisant l'émission de billets d'avion par une agence de voyage. En Côte d'Ivoire, seulement 10% d'agences de voyage sur les 500, soit 50, ont cette accréditation. Les 90% restants se contentent de l'accréditation du ministère du Tourisme et sous-traitent avec les agences accréditées IATA pour émettre des billets. IATA, c'était 100 millions pour les agences agréées. 100 millions. Mais ils ont pensé aux petites agences qui sous-traitent 15 millions, 20 millions. Ça dépend maintenant de la force financière de l'agence de voyage. Qu'elles soient expérimentées ou débutantes, les agences de voyage connaissent les mêmes difficultés, notamment la concurrence des sites de vente de billets en ligne. Barthélemy Kwame est chef d'entreprise. C'est un habitué des voyages d'affaires à l'extérieur du pays. Initialement client fidèle des agences de voyage, aujourd'hui, il avoue utiliser de plus en plus Internet pour l'achat de ses billets d'avion. Si vous allez dans une agence, une agence privée qui vend tous les billets de toutes les autres compagnies, il peut arriver que vous achetiez le billet trop cher par rapport à la compagnie. Mais si je prends une plateforme Internet, des fois, il peut avoir un décalage de moins 10%. 10% entre le prix que j'aurais eu sur Internet et le prix de l'agence de la compagnie. Un prix plus bas lors d'un achat effectué sur Internet. Cette situation est due au fait que les agences de voyage se rémunèrent en partie grâce aux commissions perçues sur les billets vendus. Cela induit une hausse de 5 à 15% sur le coût initial du billet. C'est vrai, l'Internet est là, la technologie est là pour faire avancer une activité, mais elle ne peut pas remplacer le professionnel, celui qui se dit professionnel, celui qui a eu la formation de cette activité. Il a toujours sa place. Pour les usagers qui préfèrent acheter auprès des agences, c'est surtout la garantie d'un service d'assistance et de qualité qui motive leur choix. Vous êtes suivi par votre agent de voyage lors de votre séjour. En cas de certaines situations difficiles ou d'imprévus, vous pouvez contacter votre agent qui vous apportera l'assistance nécessaire. Face à la menace d'Internet qui fragilise l'ensemble du secteur à travers le monde, il convient pour les agences de voyage de se réinventer. Dans cette mouvance, les agences multiplient les stratégies marketing pour fidéliser leurs clients. De retour d'un circuit touristique en Turquie, ce groupe de voyageurs est reçu par son agence de voyage pour un moment convivial. Un système de réseautage qui a permis à l'agence de fidéliser environ 2000 clients. Dans cette quête de fidélisation, quelques agences s'adonnent à certaines pratiques, comme l'émission de billets à crédit à leurs clients. Il faut que les esprits changent. Alors, au sein des agences de voyage, parce qu'il n'est pas rare de trouver une agence de voyage qui accorde des crédits de 3 mois, ce qui est, je dirais, suicidaire. L'industrie du voyage est en plein essor. Malheureusement, le manque de cadre réglementaire laisse libre cours à toutes sortes d'abus. Le dernier en date est l'affaire des 225 pèlerins grugés par 2 agences de voyage agréées. Pour éviter pareille situation, l'État a décidé d'assainir le secteur. Nous avons un décret depuis 1977 qui a été pris sur les conditions de délivrance et de retrait des autorisations aux agents de voyage. Mais je le dis, le code a été pris en 2014. Mais l'économie évolue, l'activité évolue. Donc il faut sans cesse actualiser les choses pour être en phase avec l'économie, sinon ça va très vite. Les agences de voyage sous nos tropiques ont encore de belles cartes à jouer. Cependant, elles gagneraient à se digitaliser en introduisant le e-commerce dans l'industrie du voyage afin de garder toute la place qui est la leur dans le business du tourisme.
Au chapitre santé, des équipements pour améliorer le plateau technique de l'hôpital général de Tanda dans la région est du pays. C'est un don d'une délégation d'investisseurs tunisiens. Ces bienfaiteurs ont également annoncé la construction dans les prochains jours d'un laboratoire de recherche ultramoderne, projet estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Les détails, Amadou Ouattara. Des investisseurs tunisiens motivés par Alex Yao, fils de la région du Gontougo, offrent du matériel médical à l'hôpital général de Tanda. Ce don est composé de lits d'hospitalisation, de matelas, de médicaments et de la somme de 1 million de francs CFA. Coût global de ce don, 5 millions de francs CFA. Pour Habib Maher, chef de la délégation tunisienne, ce geste va contribuer au renforcement du plateau technique de l'hôpital général de Tanda. Il faut qu'on analyse la situation et qu'on voit la façon la meilleure pour répondre aux besoins les plus urgents. Par exemple, là, nous avons vu la maternité, nous avons vu la partie où les accouchements se passent. Je pense qu'on peut participer à améliorer les choses de façon assez notable. L'État fait beaucoup pour la population. Nos aînés, nos cadres font beaucoup pour la région. C'est pour cela que j'ai fait venir ces opérateurs économiques pour investir dans plusieurs domaines. Bientôt, d'autres viendront investir dans beaucoup de choses. Cette action est saluée par les cadres de la région et par le directeur de l'hôpital de Tanda. Il encourage ce don de soi qui appuie ainsi les efforts déjà consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Autre temps fort de cette cérémonie, l'annonce faite par les investisseurs tunisiens. C'est la construction d'une clinique et d'un grand laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le domaine de la recherche sur la médecine traditionnelle à Tanda. Ce laboratoire coûtera plus de 10 milliards de francs CFA et se fera avec la collaboration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. En image, cette macabre découverte à Mans, dans la région ouest du pays. Il s'agit de 20 corps enterrés dans une fosse commune située non loin du lycée moderne 1. Cette exhumation a eu lieu le 13 janvier dernier en présence des autorités judiciaires et policières, et cela à l'occasion des travaux de bitumage de la voirie. Écoutons à présent les explications détaillées du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mans, Nafisiatou Kunta. Le 13 janvier 2020, au cours de l'exécution des travaux de bitumage de l'axe préfecture Mans, bataillon de sécurisation de l'Ouest, il a été découvert une fosse commune contenant des restes humains à proximité de la clôture du lycée moderne 1 de Mans. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet près le tribunal de première instance de Mans. Les premières constatations faites par le médecin légiste du centre hospitalier régional de Mans ont permis de dénombrer 20 corps à partir de la reconstitution des ossements retrouvés dans la dite fosse. Les investigations se poursuivent pour identifier les 10 corps et déterminer les causes de la mort. Fait au parquet de Mans le 14 janvier 2020. Restons dans la région ouest du pays, cette fois à Biancoumar, où des éléments de la gendarmerie nationale ont interpellé récemment 4 individus. Ils avaient en leur possession des armes et sévissaient sur les routes. Les précisions de Abou Sanogo. Ils sévissaient dans le département de Biancoumar. Ils étaient spécialisés dans les attaques de tout genre sur les différents axes routiers des localités du département. Ces 4 présumés gangsters, après une énième attaque perpétrée le vendredi 20 décembre 2019, non loin du village de Gama, ont abattu froidement le conseil pédagogique de l'inspection de l'enseignement primaire de Biancoumar. Mais ils n'iront pas loin. Une enquête immédiatement ouverte par la brigade de gendarmerie de Biancoumar permet d'interpeller le dimanche 5 janvier 2020 l'un d'entre eux dans le village de Dengouin. Il va citer à son tour tous ses complices qui seront tous accueillis dans la nuit du 9 janvier au 10 janvier 2020. Les perquisitions opérées dans leur domicile permettront aux gendarmes de découvrir 2 fusils de type calibre 12, 14 munitions calibre 12, 8 boulettes de cannabis et un béret vert. La vérité, c'est une seule fois. Il n'y a pas de vérité, sinon c'est un groupe de gangs. Ces 4 présumés gangsters iront s'expliquer.
devant les juridictions compétentes. Plus loin, Bouaké, dans la région centre du pays, le ministre des Mines et de la Géologie, également ressortissant du Béquet, a échangé il y a quelques jours avec les chefs traditionnels et les populations. Jean-Claude Kouassi les a appelés à cultiver la paix, gage du développement de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Bouaké. Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, échange avec les chefs traditionnels de la région de Béquet. Au cours de cette rencontre, le ministre, fils de Béquet, a exhorté les chefs traditionnels à promouvoir la paix, l'union et la cohésion sociale afin de maintenir la dynamique de développement en Côte d'Ivoire. Le ministre a rappelé à ses hôtes les bonnes performances économiques du pays, dont les retombées permettent au gouvernement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons souhaité que l'entente, la solidarité, la convivialité, la fraternité règnent entre nos parents chefs, mais aussi entre eux et nous. Et nous avons émis le souhait de pouvoir bénéficier de leurs prières et de leur soutien, ce dont ils nous ont assuré à travers ce qu'ils nous ont dit en retour. Les chefs traditionnels de Béquet, avec à leur tête Nana Kouassi Nguessa Roger, ont exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement pour les actions de développement réalisées dans la région. Nous souhaitons la paix, surtout la paix. Un message fort a été donné et nous allons porter ce message afin que chacun puisse porter ce message à la base pour que les parents puissent être touchés. On ne veut plus revivre ce que nous avons eu à vivre. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est notre cheval. La politique, nous, c'est le développement. Des rencontres similaires sont prévues par le ministre Jean-Claude Kouassi avec d'autres composants de la population, visant ainsi à consolider les valeurs de paix et de cohésion sociale dans le Béquet. Eux également font la promotion de la cohésion sociale dans tout le pays. Les ambassadeurs du Libre Ensemble et du Vivre Ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie annoncent la tenue dans les prochains jours d'un colloque sur la paix. Les précisions dans ce reportage de Serge Coléa. 2020, année d'intenses activités pour les ambassadeurs du Libre Ensemble et du Vivre Ensemble de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. En perspective, la tenue d'un colloque sur la paix selon le président Mohamed Salamé. Nous sommes dans une année électorale. Nous allons mener des actions dans le cadre de la convivialité, dans le Vivre Ensemble et dans le Libre Ensemble, afin de montrer à la Côte d'Ivoire que c'est vrai qu'il y a des élections en 2020, mais ces élections se passeront dans la convivialité et la paix pour chacun d'entre nous. Les ambassadeurs de l'OIF veulent jouer un rôle majeur dans la préservation de l'unité et de la paix en Côte d'Ivoire en cette période électorale. Dans le domaine de l'agriculture, nous allons faire une sensibilisation profonde pour que les femmes, la jeunesse, la population ivoirienne adhèrent au travail et qu'ils sachent que sans la paix, on ne peut rien faire, que chaque Ivoirien respire la paix. Le docteur Philippe Ibitoa, conseiller du président de la République, a assuré ces acteurs de paix et leaders d'opinion du soutien du chef de l'État dans toutes leurs activités. Ce qu'on attend d'eux, c'est justement partager les valeurs du libre ensemble, qui sont des valeurs donc de solidarité, de paix, de partage, de communion. Et donc tous ces grands leaders que vous voyez, toutes ces grandes têtes-là, qui sont de divers domaines, à la fois artistiques, culturels, sportives, académiques, sont tout à fait outillés, n'est-ce pas, pour pouvoir donc mener à bien cet agenda-là. L'association des ambassadeurs du Libre Ensemble et du Vivre Ensemble existe depuis 2017. Hors de chez nous, des tensions en Guinée-Conakry au cours d'une journée de mobilisation contre un possible troisième mandat du président Alpha Condé. 2 jeunes manifestants ont été tués le 13 janvier dernier lors de heurts avec les forces de police.
L'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui combat le gouvernement libyen reconnu par les Nations Unies, a quitté hier Moscou en Russie sans signer le document de trêve paraphé récemment par son rival Fayez El-Sarraj. Mais les autorités russes annoncent qu'elles vont poursuivre leurs efforts en vue d'un accord. À noter qu'une conférence internationale sur la situation en Libye sera organisée le 19 janvier prochain à Berlin, en Allemagne. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion gouvernementale dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons donc revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.